Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des 4 coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance Holistique, créé par 2 doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio, avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation, une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire, si vous en avez un, puissiez vous sentir informé, confiant et puissant le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Sarah que j'accueille dans cet espace pour vous parler de sa maternité. Sarah vit à La Réunion. Elle est maman de 2 petites filles. Elle vient dans cet épisode vous partager comment elle a vécu ses 3 grossesses, une s'étant arrêtée précocement. Elle vous parlera aussi de sa casquette professionnelle en tant qu'infirmière, qui a par moments été difficile à porter. Ce passage de passer de soignant à patient, pas toujours évident. Sarah relèvera aussi les carences du corps médical quant à l'accompagnement qu'elle a eu au cours de ses grossesses. Surtout, Sarah vous parlera de l'accompagnement qu'elle propose aujourd'hui en tant qu'ambassadrice bien-être, après s'être formée auprès de Sonia Krief au thérapeutique bain bébé, le TBB. Elle vous partagera aussi des informations sur la réflexologie bébé émotionnelle qu'elle pratique également. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode est extrêmement riche et je vous invite tout de suite à embarquer dans ce voyage avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. C'est non par hasard que mon chemin a croisé le tien, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Je cherchais, en tout cas, j'ai une amie qui a donné naissance il y a pas longtemps sur l'île de la Réunion. Et c'est vrai que tu es arrivée, en tout cas, sur mon feed Instagram, d'une part parce que tu m'avais déjà identifiée, parce que tu avais écouté un ou plusieurs épisodes de Mamelle, mais aussi parce que je cherchais un cadeau un peu particulier à faire à mon ami, et c'est vrai que tu es arrivé non par hasard, donc pour que je puisse t'approcher aussi pour un épisode, pour que tu puisses nous parler de ta maternité et aussi de cette casquette professionnelle que tu as à travers la thalassothérapie, les bains pour bébés, l'accompagnement aussi autour de ce bain que tu proposes aux jeunes parents. Et voilà, en tout cas, je suis ravie, et je le dis tout de suite, en tout cas, je suis ravie aussi parce que c'est seulement il y a quelques jours que tu as donné ce bain aussi au bébé de mon ami, et vraiment, tu as été extraordinaire, et les mots qui sont ressortis de ce moment sont magnifiques et magiques. Donc voilà, déjà, un immense merci Sarah pour ça, et je Merci. suis vraiment ravie de pouvoir te donner la parole, alors dans un premier temps, pour te présenter. Merci. Déjà, merci pour ta confiance et pour la sollicitation pour ton ami parce que c'était, comme tu as dit, un magnifique moment, un magnifique bain que j'ai pu réaliser. Merci pour ta confiance. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, je suis infirmière de formation, je suis maman de 2 petites filles, Lana qui a 4 ans et demi et Sophia qui vient d'avoir 2 ans. Et je vis à l'île de la Réunion. Alors justement, là aussi, la casquette pro en tant qu'infirmière va être intéressante dans cette première partie, dans le cadre de ta maternité.
Alors peut-être pour commencer, pourrais-tu nous dire un petit peu si cette première grossesse est arrivée de manière inopinée ou est-ce qu'elle était, attendue? Alors, cette première grossesse était attendue en sachant que j'avais fait une, 1re interruption précoce de grossesse. Donc, on va dire fausse couche puisque ça parle plus ce mot-là, même si, je suis pas très, très fan de ce mot-là. Heu, J'avais fait une, interruption précoce de grossesse avant ma grossesse pour Lana et parce que je venais d'arriver sur l'île de la Réunion, je venais d'entrer en poste et ensuite, 1 an après, je suis tombée enceinte, de Lana, où ça a été une grossesse très, très compliquée puisque j'ai eu des vomissements gravidiques, dès la 6e semaine de grossesse. Donc, en tant qu'infirmière libérale, ça a été très, très dur à gérer parce qu'il a fallu que je m'arrête, tout de suite puisque j'ai été hospitalisée en urgence. J'avais perdu, 12 kilogrammes en 15 jours et ma gynécologue m'avait dit: «C'est soit tu t'arrêtes, soit tu perds ton bébé». Donc du coup, on brande pas le combat, on arrête, on est hospitalisé une première semaine, on rentre à la maison, rebelote, on est de nouveau hospitalisé. Donc c'était mouvementé, compliqué. Ouais. Mmh. Tu avais un accompagnement particulier ou pas? C'était purement médical? C'était médical, voilà, j'ai été perfusée avec, un médicament assez fort, heu et du coup, j'ai été hospitalisée pendant 7 jours la première fois et 5 jours la deuxième fois. En fait, il fallait juste que je sois réhydratée puisque c'était en plein été, donc c'était un peu compliqué. Après, c'est vrai que j'avais pas la force d'aller voir, des médecines un petit peu plus douces comme comme l'acupuncture, j'ai pas j'en ai pas eu la force, en fait. J'ai juste pris les petites tisanes, pays comme on dit, puisqu'à La Réunion, on marche beaucoup avec les tisanes. Donc je prenais de l'Ayapana, mais ça passait pas. Enfin, c'était très compliqué et j'ai fait ces vomissements gravidiques, jusqu'à 7 mois de grossesse. Ouais, donc intense. Une grossesse très intense, à tout point de vue, avec une grosse fatigue déjà d'entrée de jeu. Grosse fatigue, mon mari qui ne comprenait pas trop puisqu'il lisait un petit peu tout et n'importe quoi sur internet. On disait beaucoup que c'était dans la tête des femmes, les vomissements gravidiques et puis quand tu es soignante, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'ose pas se plaindre, on ne veut pas passer pour la professionnelle, heu, chiante comme on dit. Du coup, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai eu une gynécologue qui était, formidable, qui l'est toujours d'ailleurs parce que elle m'a suivie pour mes 2 grossesses et qui est, d'une douceur et d'une bienveillance qui est, parfaite. Donc c'est vrai qu'elle m'a pas mal accompagnée sur ça. Et puis, du coup, c'était une grossesse, on va dire, un petit peu à risque. J'ai eu des suivis, j'ai dû avoir un suivi sage-femme et malheureusement, je suis tombée sur une sage-femme qui n'était pas du tout à mon écoute et ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai fait une cholestase, également, c'était un problème au niveau du foie et en fait, elle ne me croyait pas. Elle me disait que les soignants, on avait tendance à un petit peu extrapoler nos Nos mots? nos Ouais. nos mots. Mmh. Mmh. Et puis, on s'effondre un petit peu, on va voir sa gynécologue puisqu'on a un suivi tous les mois et puis elle me dit: «Mais non, non, tes maux sont réels, c'est Ouais. d'ailleurs pour ça que tu es à 39 semaines et puis je pense qu'on va te déclencher». Ouais. Mmh. Mon accouchement, idéal, s'arrête un petit peu puisqu'on se voyait, perdre les os comme dans les films, courir à la maternité, heu et ben non, on rentre à la maternité, on est déclenchés, mais avant ça, elle m'a quand même fait un décollement parce qu'elle a D'accord. vu que j'y tenais vraiment à mon accouchement entre guillemets «physio» Ouais. et puis, en fait, le décollement a fonctionné. Les contractions sont arrivées toutes les 5 minutes. On fissure la poche des os et puis, c'est le moment d'arriver à la maternité avec, le papa qui est infirmier aussi Ah! et je me D'accord. dis, «Bon, c'est maintenant». Ah Ouais. ben non, pas du tout. J'ai accouché au bout de 42 heures Waouh! Intense jusqu'au bout, quoi. jusqu'au bout avec, un col qui s'ouvrait très difficilement, mais des contractions, très, très, très intenses pendant 24 heures. Hem et ensuite, quand j'ai pu avoir la péridurale, j'ai eu un interne, un très charmant interne qui
m'a piqué 4 fois pour la péridurale. Oh! Purée. Donc là, on se dit: «Bon, on a perdu toute dignité pendant son accouchement puisque, ben, on se retrouve, ben, vulnérable, très vulnérable parce qu'on a mal, il arrive pas à nous poser la péridurale, un déclenchement, c'est douloureux». Donc voilà, c'était compliqué. Mais après, ma fille est arrivée, je voulais absolument accoucher, pas en position gynéco, mais on m'a en fait, pour ta première grossesse, tu as du mal à t'imposer. Mais oui. Mmh. Et puis ce côté soignant, tu te dis, ben, ils sont débordés. On m'a prévenu qu'il y avait 6 dames qui accouchaient en même temps. Euh, L'auxiliaire de puère ne pouvait pas être présente pour assister la sage-femme, mais comme mon mari est infirmier, ils lui ont dit, bah, tu vas devoir nous aider. Waouh! Donc il a OK. dit, ok, OK. allez, Heureusement qu'il était infirmier. Ouais. c'est ça, il a mis les gants et puis il a aidé la sage-femme. Donc c'est lui qui a sorti notre fille. Et puis, ben, Lana est arrivée. Il n'y a pas eu trop de complications, on va dire. Bon, allez, j'ai eu des petites déchirures comme habituel, on va dire, surtout quand on accouche en position gynéco. Et puis, ça a été le retour en chambre qui a été compliqué parce que je me faisais un petit peu des films en me disant, bah voilà, je connais un peu tout sur l'allaitement par rapport à mon métier, par rapport à mes connaissances. Et puis, en fait, pas du tout. Tu n'es plus soignante quand tu es maman. Tu es maman. Et tu as beau avoir des connaissances, quand tu as ce petit bébé qui est posé sur toi, tu es gauche, tu es très gauche, et puis tu as honte de sonner pour demander de l'aide parce qu'on va penser que tu es une soignante en carton. Ouais, c'est ça. Mmh. Et c'est compliqué, mais et puis il y a eu la nuit de Java, et j'ai pas été soutenue pour mon allaitement. J'ai une auxiliaire qui est arrivée, qui m'a mis 8 petites nourettes, tu sais, les laits enfantines posés Mon Dieu. dans Mmh. le, dans le couffin de ma fille, et qui m'a dit, bah écoutez, si vous n'arrivez pas à allaiter, il va bien falloir nourrir votre enfant. Waouh! Quelle Donc on délicatesse. Ouais. totalement. Ça a été, bah, d'ailleurs, hein, 4 ans et demi après, on en reparle encore avec mon mari, et à chaque fois que je suis emmenée à travailler avec des mamans, Mmh. j'ai cette image. Et cette dame ne m'a même pas montré comment bien installer mon bébé. En fait, avec du recul, je ne la positionnais pas correctement, donc j'avais des Oui, crevasses, bien sûr. Mmh. c'était très douloureux. Et ensuite, ben, comme j'étais déterminée à allaiter, à la sortie de maternité, on m'a dit, bah, écoutez, comme vous ne voulez pas donner du lait infantile, vous êtes convoqué avec la conseillère en lactation lundi. Ouais. D'accord, ok. Donc là, tu vois, tu en prends encore un coup en te disant, bah, t'es pas une bonne maman, t'es pas une bonne Mmh. soignante, tu ne sais même pas Mmh. allaiter ton bébé. Mmh. Et puis, bah, tu te rends au rendez-vous du lundi. C'est un peu compliqué. Tu ne tombes pas forcément devant une professionnelle de santé qui est bienveillante. Ouais. Et là, je me suis dit: «Waouh, non, en fait, on va se poser, on va rentrer à la maison, et je vais me faire confiance et je vais faire confiance à mon bébé. J'ai les connaissances, on va se poser. Je suis d'abord la maman et ensuite, ben, la soignante va prendre un petit peu le relais». Et puis, en fait, on s'est fait confiance avec ma fille, et puis j'ai eu un allaitement, pendant 12 mois, donc 6 mois exclusifs d'allaitement, et ça a été super, mais ça a été difficile. Et puis, je suis tombée également, j'ai changé de sage-femme parce que je m'étais dit c'était hors de question que je reprenne la sage-femme qui m'a suivie durant ma grossesse. Je suis tombée sur Émilie, une sage-femme super bienveillante, qui m'a dit tu n'es pas soignante, Sarah, tu es maman, fais-toi confiance, tu gères super bien, ta fille prend du poids, ne la réveille pas toutes les 3 heures comme on t'a dit à la maternité. Tu as du lait, regarde, etc. Et en fait, je me suis dit, waouh, Mmh. il faut des soignants comme ça, en fait. Mais oui. Mmh. Il Des mots faut, simples et justes, bien sûr, ouais. Mmh. mais des mots totalement simples qui est Mmh. bienveillant surtout. C'est ça. Et elle m'a dit, enlève ta casquette de soignante pendant ton postpartum, tu vas reprendre dans tant de temps, profite, et puis voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je regardais des vidéos, je suis tombée sur le bain de Sonia par Sonia Krief, d'ailleurs la créatrice du thérapeutique bain bébé, et je suis tombée amoureuse de ce soin.
Et je me suis renseignée, et puis je me suis renseignée sur l'allaitement, et puis j'ai fait plein de recherches. Et je me suis dit, ben en fait, je veux accompagner des mamans parce que dans mon monde d'infirmière libérale, j'accompagne déjà des mamans en PMA, et elles sont tellement désarmées, elles ont tellement d'informations différentes, elles ont des professionnels de santé qui sont, ben, faut le dire, en burn-out et qui ne prennent plus le temps comme on devrait prendre le temps pour ces mamans. Et je me suis dit, mais en fait, je veux accompagner les mamans, je veux accompagner les bébés. Donc ça c'est arrivé, après la naissance donc de ta première fille. Exactement. Alors petite question Sarah, peut-être maintenant, est-ce que tu penses dans ce manque de confiance en toi? Alors certes, il y a bien entendu tout ce manque d'empathie et de bienveillance de la part des professionnels qui t'ont entourée, mais est-ce que tu penses que ce manque de confiance en toi, il était aussi dû à cette casquette professionnelle, que tu avais du mal à lâcher? Oui, clairement. Ouais. Clairement, quand on est soignante, on a cette pression encore plus d'être, du regard des soignants. C'est-à-dire qu'on se dit: Mmh. «Ben, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'on est peut-être un mauvais Du soignant?» jugement? Exactement, du jugement. Ouais. Mmh. Parce qu'on faut pas se mentir, il y ait le jugement de certains professionnels de santé. Hem Et puis quand on voit comment les professionnels de santé peuvent être accueillis à l'hôpital ou en maternité ou, ben, en postpartum, parce que je le vois avec les mamans actuellement que j'accompagne qui sont médecins, qui sont avocates, qui sont, infirmières, et ben, il y a toujours cette peur du jugement. Mmh. Alors qu'on n'est pas, on est maman. Notre Mmh. métier, c'est notre métier, et là, au moment T, le rôle le plus important pour nous, c'est notre rôle de maman. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais en tant que Ouais, c'est professionnel très de important. santé, Mmh. c'est compliqué. À partir de ce moment-là, quand tu rencontres justement Émilie, donc cette sage-femme, tu arrives Mmh. à opérer ce lâcher-prise et tout a roulé, bien évidemment. Il reste toujours les vagues de la vie, les vagues émotionnelles qui sont inhérentes. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, c'est vrai que cette rencontre aussi, et cette confiance, ce lien que tu as avec ta sage-femme, t'a permis de pouvoir vivre le reste beaucoup plus, en douceur et en sérénité? Alors là, avec Émilie, exactement, ça m'a permis de vivre ma maternité un peu plus sereinement, et ensuite Ouais. j'ai revu ma gynéco à 6 semaines, Mmh. Anne-Laure Costa, et du coup, bah, elle m'a dit: «Mais tu es maman, Sarah, tu es maman, t'inquiète pas», et en fait, j'avais du mal à digérer ma fin de grossesse avec la première sage-femme. Ouais. J'ai eu du mal à digérer cet accouchement, long, ce début d'allaitement compliqué. Heu, j'ai eu du mal à digérer tout ça, en fait, et c'est grâce à ma gynécologue, c'est grâce à, bah, du coup, Émilie, que petit à petit, en fait, je me suis affirmée dans mon rôle de maman, et hem et la seule chose que je voulais, c'était d'être une super maman. Alors, il y a pas de mode d'emploi, on fait comme on peut, mais hem, mais oui, j'ai lâché prise complètement. Est-ce que tu parlais justement de toutes ces recherches que tu as fait aussi, notamment avec le bain, de Sonia? Est-ce que à ce moment-là, c'est encore au stade de recherche, de découverte ou est-ce que tu l'as aussi, par exemple, fait pratiquer aussi sur ton bébé à ce moment-là? Alors, en 2019, il y avait aucune personne qui était formée au bain de Sonia à l'île de la Réunion. D'accord. J'avais fait des recherches, même pas le bain enveloppé était fait, puisque moi, le premier bain de ma fille a été, une catastrophe à la maternité. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai essayé un petit peu d'imiter ce que Sonia faisait, mais voilà, c'était pas, j'étais pas formée. Donc j'ai essayé de la mettre dans les conditions les plus agréables possibles, mais il y avait personne, au moment de ma première grossesse et de mon premier accouchement. Il y avait d'ailleurs personne non plus pour ma deuxième, mon deuxième accouchement. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que, à la suite de mon deuxième accouchement, je me suis dit, «Il faut que je me forme, il faut que je me forme», et je crois que Sophia avait 2 mois, et Ouais. je me suis inscrite à l'école du bien-être pour faire les formations.
OK, bah, on va y revenir justement après, cette 2e naissance aussi, mais c'est important parce que déjà tu avais pu, avoir ce sentiment, en tout cas, ce premier ressenti que le bain qui avait été donné, enfin les bains qui ont été donnés justement à tes filles n'étaient pas adaptés en tout cas. Tu dis que ça a été une catastrophe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement? Bah, en fait, c'est une auxiliaire de puériculture qui est rentrée dans la chambre en nous disant: «Bah, là, c'est maintenant, c'est le bain». Alors que j'avais demandé à ce que bébé ne soit pas douché tout de suite parce que je savais que c'était bien qu'elle garde son vernix et que, ben, c'était pas le moment de la baigner. Et on m'a dit: «Ben non, non, c'est comme ça, vous êtes à la maternité, on ne vous laisse pas sortir, tant qu'on ne vous a pas vu donner un bain». Bon, OK, ben, 1er bébé, en fait, on dit rien, on s'impose pas. Donc c'est papa qui donne le bain, je voulais lui laisser un petit peu sa place et en fait, l'auxiliaire, enfin, est à côté et dit au papa: «Allez, on va pas la casser, vous inquiétez pas, on peut y aller. Hop, on la met dans l'eau, on la savonne comme ça» et en fait, Lana n'était pas sereine, elle pleurait, elle était crispée, c'était pas un douceur que je peux pratiquer sur les bébés, actuellement et puis on voyait qu'elle ne prenait pas plaisir. C'était un bain d'hygiène, c'était pas un bain, bienvenue dans ce monde extra-utérin, Mmh. bienvenue dans ce nouveau monde. Non, c'était un bain d'hygiène, fallait la nettoyer, fallait lui retirer cette crème blanche qu'elle avait sur elle et puis, ben, voilà et puis après, ben, on laisse papa la rhabiller en lui disant: «Allez, elle va prendre froid, et j'ai d'autres bébés à gérer» et puis, Ouais. En tout cas, c'est intéressant de prendre en compte aussi, ton témoignage là-dessus pour voir aussi, ce que tu proposes aujourd'hui, quand, tu aborderas justement ce que tu proposes en accompagnement à travers ce bain aussi. Mais peut-être, terminer aussi un petit peu sur ta maternité et nous dire si, tu as cheminé et comment s'est déroulée justement ta 2e grossesse avec les mêmes maux ou pas, ou moins? Et ton accouchement aussi, est-ce qu'il y a eu, des traumatismes qui ont été, révélés aussi lors de ce 2e accouchement ou pas? alors oui, forcément deuxième grossesse, je me suis dit: «Je vais éviter les vomissements». Ah bah non, les vomissements ont commencé d'ailleurs plus tôt. Mon ventre est sorti beaucoup plus tôt puisque à 6 semaines, non, alors j'ai oui, bah, le ventre est sorti à 6 semaines et dès que le ventre a commencé à sortir, paf, les vomissements ont commencé à commencer. Alors moi, je dis qu'ils étaient moins intenses. Le papa me dit que c'était pareil et étonnamment, j'en garde pas des mauvais souvenirs. La seule chose qui était plus dure à gérer, c'est que j'avais ma première à gérer. Donc c'est vrai que c'était compliqué, c'était beaucoup plus fatigant. Heu, une grossesse beaucoup plus fatigante qui passe beaucoup plus vite parce que forcément on a une première à s'occuper qui a 2 ans. Donc c'est une grossesse qui passe très, très vite. J'ai eu, bah, forcément qui dit 2022 dit le Covid. J'ai attrapé le Covid en étant enceinte. En étant soignante, on a dû se faire vacciner, donc j'étais pas très, très sereine d'avoir été obligée de me vacciner, pendant ma grossesse parce que, bah, c'était inconnu. En tant que libérale, j'ai pas eu le choix. J'ai attrapé le Covid à 35 semaines avec un bébé qui était un petit peu en détresse, cardiaque parce qu'elle tachycardait énormément dû au Covid. Donc pareil, surveillance, monito tous les 2 1 jour sur 2. Un diabète gestationnel en fin de grossesse. Mmh. Oui, quand Comme même. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. c'était folklorique, mais je dirais que j'ai quand même eu une belle grossesse. Ouais. Et puis, bah, forcément, qui dit diabète gestationnel, en fin de grossesse et qui dit un Covid, on m'annonce qu'il faut qu'on me déclenche à 39 Ouais. semaines. Mmh. Je ne veux pas et on me dit: «Oh, vous savez, vous êtes soignante, vous savez que si on vous dit de faire un déclenchement, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour notre plaisir». Et Mmh. là, paf, la casquette du soignant, elle retombe et Mmh. on se dit: «Bon, ben, OK, on y va». On fait un Mmh. déclenchement à 39 et puis, ben, comme la première, hein, un un déclenchement très long puisque, Ouais. bah, j'étais pas déterminée à sortir. Mmh. Mais par contre, j'étais beaucoup plus, en accord avec mon projet de maternité, c'est-à-dire que j'ai littéralement
refusé d'accoucher sur le côté, en position En gynéco. position gynéco, ouais. J'ai exigé enfin, de toute façon, je me suis installée pour accoucher de la façon dont je voulais. Mmh. Et j'ai dit: «Mais c'est même pas négociable». J'ai exigé à ce que ce soit un senior qui vienne me faire la péridurale parce que je ne voulais pas d'interne. Bah, oui, oui, on a quand même un petit trauma avec la première. Oui. Exactement, donc Mmh. ça a fait rire l'anesthésiste, mais j'ai dit: «Mais là, pour cet accouchement, je suis catégorique, je ne changerai pas mes points de vue». Mmh. Et puis, ben, c'était une élève sage-femme qui m'a accouchée avec, mon mari, du coup, pareil, qui a, mis les gants et qui a sorti Sophia. Et en fait, bah, j'ai un petit peu saigné à la délivrance et ça a perturbé l'élève sage-femme. Et du coup, en fait, je pense qu'elle a pas fait la vérification du placenta correctement. Et du coup, ben, donc là, il y a pas de conséquences là en postpartum immédiat. Mais par contre, je n'avais pas de montée de lait. Donc j'avais un bébé qui maigrissait, qui prenait pas beaucoup de poids. Les pédiatres qui me connaissaient me disaient, «Bon, ta fille, elle a presque perdu 10 de son poids, on veut te garder». Je disais: «Mais pas du tout, en fait, ça fait une semaine que je suis là, j'ai besoin de voir mon bébé, ma 1re fille». Parce qu'on n'avait pas le droit de visite puisque c'était encore un petit peu, Et oui, c'était encore un peu avec le Covid, ouais. avec le Covid, donc je n'ai pas pu voir ma fille à la maternité, ma première. Ouais. Du coup, ben, non, non, vous me faites sortir sur décharge, mon allaitement, je vais tirer mon lait à la maison et puis quand je serai en présence de ma première fille et de mes 2 enfants, je pense que ma montée de lait va monter avec l'ocytocine. Ouais. Et on me dit: «Bon, bah, écoute, OK, mais par contre, il faut que tu reviennes lundi, il faut qu'on pèse bébé, il faut que tu reviennes demain pour qu'on pèse bébé sur la balance de la maternité», donc c'était très, très, très anxiogène. Ouais. Et puis, ben, on met bébé au sein, on tire son lait et puis tu maman, tu sais, tu ressens, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. J'ai des fortes douleurs. Déjà à la maternité, je leur dis: «J'ai très, très, très mal au ventre, c'est pas normal. C'est pas des je sais que c'est les tranchées, mais il y a quelque chose». Ouais. On me dit: «Non, non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Bon, si ça peut te rassurer, on t'envoie l'interne, il va te faire une écho». OK, fait une écho. Il me dit: «Ah, il y a du sang là, mais ça va aller». Et je Mmh. sais pas, je le sens pas. Bon bref, je Ouais. rentre à la maison. La sage-femme vient, je lui explique que j'ai des fortes douleurs, et cetera. Elle me rassure. Elle me dit qu'un deuxième bébé, les tranchées sont beaucoup plus fortes, surtout qu'on allait. Mais par Ouais. contre, la petite, elle prend pas de poids. Elle me dit: «Je reviendrai, après-demain pour la repeser». Elle me dit: «Par contre, ça serait bien que tu, ailles demander, du lait à la maternité spéciale préma pour que tu complètes ton allaitement avec un DAL». Bon, Mmh. bah, là, en fait, on se dit qu'effectivement, elle prend pas de poids. Effectivement, ma lactation, elle a du mal à arriver, mais je mets ça sur le compte de, la fatigue, l'accouchement, la fin de grossesse difficile. Mais au fond de moi, je dis que ça va pas. On est allé de La Réunion en période de février, période cyclonique, on a un cyclone qui approche. Et je dis à ma sage-femme: «Écoute, j'ai trop mal au ventre, j'ai l'impression que je vais mourir, je pense qu'il faudrait que tu viennes». Elle me dit: «Je suis désolée, on est en alerte, orange, on passe en alerte rouge dans 4 heures. Je dois sécuriser les mamans les plus importantes. Est-ce que tu peux aller, à la maternité?» Ben, on y va. Ouais. On y va et en fait, c'est une, interne, pareil, qui m'ausculte et bah, forcément, j'ai des points. Elle me fait tout sauter, sauter tous les points et en fait, elle me dit: «Ah, il reste un morceau de placenta». «Ah bon?» «Non, c'est pas possible, pourtant j'avais prévenu». Donc elle me donne le médicament pour évacuer ça et elle me dit: «Écoutez, on est en alerte rouge dans 1 heure, donc vous pourrez plus conduire. C'est soit vous rentrez chez vous et vous évacuez ça chez vous ou soit, bah, vous restez à la maternité, mais votre bébé est pas là, quoi». J'avais laissé mon bébé, avec le papa. Et ben, on prend le médicament et puis on rentre chez soi et puis on a des douleurs atroces et puis il y a le cyclone, puis on a son bébé et puis, ben, pendant 48 heures, c'est difficile et après j'ai une montée de lait. Incroyable. Et comme quoi, tu l'avais senti, tu le savais, mais personne n'a pourtant tu as Personne insisté, hein? Tu as insisté, hein?
Personne ne m'a écoutée et puis ben, j'ai appelé ma gynéco et je lui dis: «Tu vois, encore une fois, ma casquette de soignante, je sais pas si c'est ma casquette de soignante ou si c'est, le burn-out médical qui fait que, mais encore une fois, on a failli ben, passer à côté de mon allaitement, en fait». C'est ça et comme quoi, mieux vaut être déterminé dans son allaitement parce que, on peut vite mettre à mal un allaitement. Totalement. Ah bah là, ton témoignage le décrit, mais alors parfaitement. Et justement, je pense que c'est aussi source de beaucoup d'espoir pour les mamans en disant, voilà, il y a toujours, il y a des solutions qui existent, il y a des outils qui existent, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se faire entendre. Enfin, du point de vue de ce que tu viens de dire, tu as quand même insisté hein, auprès de plusieurs professionnels. Et quand même, ça a mis énormément de temps avant que le diagnostic tombe et que c'était ça, il restait un morceau de placenta. C'est ça. Mais faites-vous confiance les mamans parce que c'est important et parce que je pense qu'on a un sixième sens, nous les mamans. On ressent les choses. Je savais que mon bébé n'était pas en danger. Ses couches, elles étaient... alors, je faisais très attention aux couches, à ce qu'elles soient mouillées. Enfin, je faisais attention, hein. Mais, voilà. Donc oui, effectivement, elle a eu du lait infantile. Parce que bah, forcément, hein, il faut nourrir son bébé. Mais au fond de moi, j'étais convaincue qu'il y avait autre chose. Ouais, la preuve en est. La preuve. Et tu parles justement de burn-out professionnel que tu commençais peut-être à pressentir à ce moment-là. Est-ce que c'est les suites de cette deuxième naissance que tu décides? Alors, je ne sais pas, c'est vrai que c'est une question que je t'ai pas posée d'ailleurs en début d'épisode, mais est-ce que tu exerces toujours en tant qu'infirmière ou tu as laissé cette casquette? Alors, je suis toujours infirmière libérale à l'heure actuelle. Ouais, Et pendant mes jours de repos d'infirmière libérale, je suis accompagnante désormais périnatale. voilà, Donc, je d'accord. combine les deux. Je suis infirmière libérale et accompagnante périnatale. Mais par contre, quand je suis accompagnante périnatale, je ne suis pas infirmière. Et oui. C'est Hmm. vraiment deux choses différentes. Et justement, ces naissances que tu as eues, quels ont été leur impact sur ta casquette pro et d'infirmière, je parle là? Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose en toi dans la manière dont tu accompagnes et aussi sur aussi peut-être tes collègues de travail? J'ai toujours été bienveillante avec mes patients parce que j'ai toujours travaillé en maternité, en maternité, en pédiatrie, pardon. J'ai toujours travaillé en pédiatrie et quand on travaille en pédiatrie, on est toujours un petit peu dans le monde des bisounours. Par contre, mes maternités ont fait que j'ai lâché prise un peu plus sur mon travail d'infirmière libérale. C'est-à-dire que c'était important pour moi de voir grandir mes enfants, de ne pas me tuer au travail, comme on dit, hein. Oui, c'est ça. Mm. Euh, Par exemple, quand j'étais emmenée à travailler avec des mamans qui étaient en parcours PMA, je m'accordais beaucoup plus de temps avec ces mamans, c'est-à-dire que je m'installais avec elles, je leur parlais, je pouvais y rester une demi-heure, 45 minutes à discuter, alors que vraiment je venais que pour une injection de stimulation ovarienne. Et j'essayais de les rassurer, de savoir comment elles vivaient leur parcours, comment elles vivaient leurs échecs, parce que quelquefois c'était plusieurs parcours. Et c'était important de savoir comment elle se sentait. Et c'est vrai que ce côté de maman a fait que mon travail a un petit peu changé dans ce sens. Je prenais un peu plus le temps de communiquer, de savoir comment réellement les gens allaient. Un peu plus. Et puis après, quand je suis devenue maman, j'ai vraiment ressenti le fait que la pédiatrie me manquait et que de m'occuper de parents, futurs parents, bah, c'était ça que j'aimais faire. Et c'est ce qui m'a emmenée à refaire encore plus de recherches. Euh, Mon allaitement était bien en place, il fonctionnait super bien. Et je me suis dit, je suis tombée sur personne qui a su m'accompagner correctement. Et j'ai envie d'accompagner les personnes. Et du coup, ma première formation à l'école du bien-être, ça a été l'allaitement. Avec Carole Hervé, qui est une consultante en lactation qui est formidable. Et j'ai fait ces 2 jours de formation avec Carole et c'était waouh. D'ailleurs, il faut que je m'inscrive pour la prochaine formation en perfectionnement. Ouais. Euh, et je me suis dit, bah, en fait,
j'aurais dû tomber sur une Carole le jour de mes grossesses, enfin le jour de mes débuts d'allaitement. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et, euh, et j'ai continué les formations à l'école. J'ai continué avec la réflexologie bébé émotionnelle avec Caroline Amon. Euh, et ensuite, j'ai continué avec les massages bébés, les massages prénatales de la femme enceinte. Et en fait, il y a à peu près 1 an d'attente pour participer à la formation du thérapeutique bain bébé. Et un jour, j'ai reçu l'appel en me disant bah, c'est à votre tour. Et j'ai dit non, mais par contre, je suis à 10 000 kilomètres, il faut que je m'organise. J'ai 2 bébés maintenant, dont Sophia, que j'allaitais encore à 15 mois, 16 mois. Donc il a fallu s'organiser. Et puis, et puis voilà, et puis c'est une école qui est bienveillante pour les professionnels de santé et qui est là pour prendre soin des professionnels de santé pour que ces professionnels de santé qui vont bien puissent prendre en charge correctement les parents, les bébés, les futurs parents, etc. Bien sûr. Et ça réconforte. Ah bah ça c'est évident. Donc pour le coup, tu es venue sur Paris, c'est ça? Alors je sais pas si c'est Paris en tout cas que la formation, elle est... À Suresnes, D'accord. à côté de Paris, donc Ouais. je sais que de là où est l'école, on voit la Tour Eiffel. Et donc là, donc tu as pratiqué, en tout cas tu as été formée au TBB avec Sonia Krief, c'est ça? Alors non, j'ai été formée par Morgane Jacquier, D'accord, qui est formateur. Alors bien d'accord. évidemment, Sonia est toujours dans l'école, donc elle est passée nous voir lors de nos formations. Ouais, C'est une formation, c'est une école qui est cofondée par Sonia Krief. d'accord. Euh, et j'ai été formée par Morgane, qui est ostéopathe pédiatrique et qui est formidable, qui a été formée par Sonia. Et du coup, 3 jours de formation très 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 intense sur des vrais bébés, des bébés qui ont moins de 21 jours. Et le premier jour, on fait un bain à 4 mains avec Morgane. Il nous explique tout ce qui est théorie au début et ensuite on commence les bains à 4 mains pour que le dernier jour, on puisse réaliser les bains seuls. Et c'est magnifique parce qu'on apprend ce qui est la vie intra-utérine au passage de la vie extra-utérine. Et là, toi, en tant que soignant, parce que c'est que des soignants qui peuvent assister à cette formation, euh, tu te dis, t'as tes préjugés, t'as tes attentes, t'as tout ça. Et quand tes mains sont dans l'eau et que tu vois ces bébés qui te parlent avec leur corps, qui nous, re- qui nous racontent leur histoire in utero, c'est fort, c'est très Ah fort. oui, C'est-à-dire qu'on va ouais. passer 3 jours à pleurer. C'est ce que j'allais dire, émotionnellement quand même, ça doit être extrêmement fort, ouais. C'est extrêmement fort parce que tu écoutes l'histoire de vie des mamans, l'histoire de vie de ces couples, parce que les papas sont là aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as le visuel des parents. Enfin, en fait, le papa et la maman vont toujours te donner un vécu différent de la grossesse et un vécu différent de l'accouchement. Et c'est important, en fait, d'avoir toujours les deux, les deux sons de cloche. Et puis, tu as ces mamans qui ont eu des accouchements très difficiles, des grossesses très difficiles, qui ont vécu des drames pendant leur grossesse, des drames un petit peu avant. Tu as des personnes qui ont perdu plusieurs bébés avant d'avoir cette grossesse qui est à terme. C'est très fort. Et après, tu as ces bébés qui te racontent leur histoire et c'est fou parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. J'imagine, ouais. Souvent, les gens disent que le thérapeutique bain bébé, ce n'est qu'un bain, mais pas du tout. C'est vraiment c'est un soin où on prend son temps, où on peut rester pendant des minutes statique à regarder le bébé, et c'est le bébé qui bouge, et c'est le bébé qui reproduit ses positions dans le ventre de sa maman. On arrive à savoir comment était positionné le bébé dans le bassin de sa maman avant la délivrance. C'est, c'est très fort, c'est un soin qui se vaut d'être vécu, et c'est pour ça que c'est un soin qui est actuellement en étude médicale, parce que les professionnels de santé se sont rendus compte de l'importance de ce bain. Ouais, ouais, ouais. Alors justement, tu viens de traduire, c'est vrai que c'est un peu un bain où on laisse aussi l'enfant, le bébé, nous raconter son histoire dans le silence avec la gestuelle. Et est-ce qu'il y a un accompagnement aussi
que tu proposes, est-ce qu'il y a un temps, peut-être nous décrire un petit peu comment toi tu accompagnes à travers ce bain, un temps d'échange avant, un temps d'échange après aussi avec les parents? Oui, bien sûr. Déjà, les parents souvent me contactent soit par les réseaux sociaux, soit m'appellent. Je leur demande, ben, du coup, quand est-ce que bébé est prévu de naître ou s'il est né, puisque le soin se fait dans les 21 premiers jours de vie du bébé. Et si c'est un bébé qui est prématuré, on va parler en âge corrigé. Donc on va jusqu'à 30 jours de vie du bébé. Je viens à domicile des parents avec mon matériel et puis on se pose tranquillement. Je demande comment s'est passée la grossesse, si c'est la première grossesse. Souvent on me dit c'est mon premier bébé mais pas ma première grossesse. Donc là on va creuser à ce niveau-là. Je vais demander ben, quelles a été les conséquences de l'arrêt précoce de grossesse, si voilà, je vais vraiment creuser au niveau de leur histoire. Souvent, je demande le ressenti de la grossesse aux deux parents parce que le papa, des fois, n'a pas la même vision de la grossesse que la maman. Je demande comment la maman nourrit son bébé. Je ne demande pas si elle l'allaite parce que l'allaitement, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui ne peuvent pas allaiter. Il y a des personnes qui allaitent euh, pour faire plaisir à la société. Et, euh, et c'est des mamans qui sont pas bien. Donc, ben, on discute, on parle d'allaitement, on parle de nourrir son bébé. Et puis après, je leur propose de choisir un linge qui puisse leur parler. Les parents me posent le bébé sur la table à langer et c'est à partir de là que commence le soin. C'est moi qui habille l'enfant. Et en fait, je vais mettre mes mains sur le bébé, je vais parler très doucement, je vais lui parler, le regarder, regarder son corps, comment il verbalise en fait. Et souvent, il y a un lâcher prise de l'enfant. Les parents me disent oh là là, il déteste être déshabillé, il va hurler dès que tu vas le déshabiller. Mais en fait, il suffit de réassurer l'enfant, d'être bienveillant, d'être là pour lui, de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et puis, ben, je le mets dans un linge, je l'emmaillote. Souvent, les parents sont à côté et l'émotion commence à ce moment-là parce qu'ils ne reconnaissent pas forcément leur bébé qui avait l'habitude de bouger dans tous les sens quand ils le changeaient. Il y a une petite musique douce qui tourne souvent. J'aime bien mettre des petites musiques très douces, très tranquilles pendant le soin. Et puis, on part au niveau du bain. Je mets le bébé dans l'eau. Donc, c'est une eau qui est à 37 degrés. Je ne mets absolument rien dans le bain à part de l'eau ou du lait maternel. Enfin, et maternel, puisque beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux mettent des fleurs, mettent des lumières, mettent plein de choses hyper dangereux pour le bébé. Il y a des risques de choc anaphylactique, enfin, c'est vraiment dangereux. Donc moi, pour le coup, il n'y a rien dans l'eau, à part du lait maternel si les mamans ont tiré leur lait. Et puis, ben, on se cale au rythme du bébé. Et, euh, et quelquefois, il y a un photographe qui est présent. Moi, je suis souvent avec Hervé Dallot, qui est un professionnel de la photo qui est habitué. Il a d'ailleurs vécu le TBB donc, avec moi. J'ai pu réaliser un bain sur son bébé. Du coup, il capte l'émotion de ce soin. Parce qu'en fait, les parents sont pris d'émotion et du coup, souvent, ils ne prennent pas leur téléphone pour filmer. Donc, voilà. Et puis, je vais au rythme du bébé. Et puis, si c'est un bébé qui a eu une césarienne, qui est né par déclenchement ou qui n'a pas eu forcément une naissance physio, souvent, au niveau de la sortie de bain, c'est souvent les parents qui sortent le bébé de l'eau. Je fais comme une sortie de bain, comme une voix basse ou donc c'est tout en douceur. Et puis à la fin du bain, on fait un pot à pot, une mise au sein s'il y a un allaitement ou un biberon donné. Et après, j'accompagne les parents s'ils ont des questions sur l'après, sur plein de choses. Et les parents me donnent un retour dans les 24-48 heures. Et des fois, ils continuent à me donner régulièrement des nouvelles de leur bébé. Et ce que je propose aussi, c'est souvent, j'associe le bain à une petite séance de réflexologie bébé émotionnel. Euh, Parce que ben, sous nos pieds, on a à peu près 7200 capteurs et on a nos organes vitaux qui sont positionnés au niveau de nos pieds. Et quelquefois, je fais un petit protocole de bienvenue
aux parents. Donc, je leur montre comment faire sur un poupon et ils reproduisent ce protocole sur leur bébé. Ça leur dit bienvenue à votre bébé, voilà, il est là, on est prêt à l'accueillir. Ou le petit protocole de césarienne si c'est un bébé qui est né par césarienne. C'est Donc, je magnifique, vraiment. Ouais, c'est un merveilleux cadeau en tout cas que l'on peut offrir à nos bébés. Et c'est vrai on sent et on ressent en tout cas toutes les émotions aussi, se lâcher d'émotions, que ça soit du point de vue du bébé que des parents. Peut-être la fratrie aussi, je ne sais pas s'il y a aussi les frères et sœurs qui peuvent assister. Alors, alors oui, et j'ai d'ailleurs une anecdote que j'ai vécue la semaine dernière. Euh, la maman me dit, est-ce que mon plus grand peut assister à cela? Et je lui dis, bien sûr, c'est juste que il faut pas trop de bruit pendant le bain parce que c'est vrai que je parle au bébé et que c'est un moment très, très calme. Elle me dit, oui, je pense qu'il y aura pas de souci, il y aura ma maman qui sera présente parce que papa a dû repartir travailler. Euh, donc le grand frère était là, attentif, hyper calme. Euh, il tenait sa maman. Et à la fin du bain, euh, à la fin du bain, il me dit, c'était vraiment beau de voir mon petit frère naître. Waouh! Oh, là, c'est Et il se met puissant. à, Oh et, mon Dieu. et Mhm. je me mets à pleurer. Bah oui, tu m'étonnes. Parce Waouh. que j'ai pas su, alors, je suis très sensible, donc c'est vrai que souvent, les larmes montent facilement. Mais ce petit bonhomme m'a vraiment émue parce qu'il m'a dit, bah, j'étais pas avec maman quand mon petit frère est né, et là, je l'ai vu naître. Waouh! Eh ben, c'est le meilleur des cadeaux, en fait. Le meilleur des cadeaux parce que du haut de ses 8 ans, il a vu ce bain comme la naissance de son frère. C'est magnifique. Mmh. Moi aussi, ça me donne les larmes aux yeux. C'est très puissant, effectivement. Ouais, c'est très, très beau. Et j'imagine aussi à quel point tu dois vivre toutes ces émotions parce que chaque bain, bien évidemment, est différent parce qu'il y a toutes les naissances sont différentes. Mais c'est vrai Bien que ça sûr. doit être un flot d'émotions pour toi, incroyable. Ah oui, j'ai des histoires de vie qui sont pas faciles. J'ai des, j'ai des mamans qui me contactent et qui me disent pas tout. Et en fait, je sens qu'il y a quelque chose, donc je creuse. Et, euh, et j'ai des familles qui me contactent en me disant, voilà, ma belle-sœur a vécu ça. Bah, je prends l'exemple d'une famille qui me contacte et qui me dit, écoute, j'aimerais offrir ce bain à ma belle-sœur qui a vécu quelque chose de très difficile. Son bébé est décédé à 3 jours de vie. Et, et ça a été compliqué. Et là, elle vient de donner naissance à son bébé et j'aimerais qu'elle vive ce bain-là. Mais je veux pas lui dire que c'est moi, etc. 2 heures après, j'ai le papa qui me contacte et qui me dit, j'ai vu une publication Instagram sur le bébé arc-en-ciel et on a vécu ça et notre bébé est un bébé arc-en-ciel et je pense que ça ferait du bien à ma femme. Bon. Et ben en fait, le papa, c'était sa sœur qui m'avait contacté. Et donc, je réalise ce bain-là et c'était mais tellement fort, mais tellement fort. Cette histoire et puis les deux parents. Et en fait, le bain, il n'a pas été thérapeutique que pour ce petit bonhomme. Il a été thérapeutique pour la maman, il a été thérapeutique pour ce papa. Et, et c'était un bain qui me touche encore. Et en plus, je suis emmenée à les revoir et à travailler avec le papa parce que ben, il, ce soin a tellement été fort pour lui que désormais, il est vidéaste et il aime faire des vidéos sur le TBB. Et comme il a vécu ce soin-là, donc il capte les émotions. Et quand il m'en parle et quand il me reparle encore de ce bain-là, je me dis, ben voilà, en fait, tous ces bébés, tous les bébés qui naissent devraient connaître ce soin. Parce que c'est fort. Et c'est pas qu'un bain. Et les papas te le disent. Ouais, je suis venue parce que je suis les délires de ma femme. Mais bon, c'est un bain, quoi. À la fin du bain, le papa qui est en pleurs et qui me dit, je retire, hein, c'est pas qu'un Bah bain. oui.
Bah oui. Mais c'est beau ce que tu viens de dire aussi sur le bébé d'après, le bébé arc-en-ciel comme on dit, Oui, communément. Mais c'est beau aussi, c'est un message en tout cas qui moi me parle beaucoup. Toi aussi, tu as eu aussi une ING et c'est vrai que proposer ce bain à toutes ces femmes et à toutes ces mères qui ont vécu ça et surtout, je pense à l'enfant, mmh, d'après, je pense qu'effectivement ce n'est pas exclusif, et lié en tout cas, aux naissances comme ça, à prendre en compte l'avant, ce qui s'est passé avant en trauma, en perte, en deuil. exact. Je pense que c'est vraiment très libérateur et bénéfique pour, tant pour les bébés comme tu viens de dire que pour la famille, les parents et ça, c'est vraiment magique. Il y a je pense qu'en fait, chaque douleur est à prendre en compte. De nos jours, on banalise la fausse couche. C'est d'ailleurs le mot faux, couche. Ça veut dire que ça n'a pas existé alors que ça a existé. La douleur est présente. Même si ça s'est arrêté à 12 semaines, à 6 semaines. Heu, pour ma part, moi, je suis devenue maman quand j'ai vu la petite barre sur mon test de grossesse. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Mmh. Heu, au moment où j'ai fait mes tests et que j'ai vu cette barre, pour moi, je suis devenue maman. C'est-à-dire que, ben, j'ai fait en sorte que je mette tout en place pour ma grossesse, pas d'alcool, j'ai pas mangé de fruits de mer, tu vois? À partir de ce moment-là, je suis devenue maman. Certaines femmes deviennent mamans beaucoup plus tard. Elles attendent le cœur, elles attendent les 3 mois, elles attendent la naissance. Elles Voilà, chaque femme est différente, chaque femme interprète sa maternité à sa façon et les formations que j'ai pu faire m'ont appris tellement de choses et m'en apprennent encore et encore et en fait, la réflexologie bébé émotionnelle aussi est un magnifique outil, heu, parce qu'on libère les émotions, on libère les mots MAUX, on libère tellement de choses et moi je le vois au quotidien. Je pratique la réflexologie émotionnelle sur mes enfants qui sont asthmatiques, qui ont des ma grande qui a des douleurs de croissance qui me dit: «Maman, j'ai mal, il faut que tu me masses» et en fait 2 jours après ça va mieux et je le vois sur les bébés arc-en-ciel comme on dit, cette libération d'émotions elle est incroyable Mais oui. Mmh. donc C'est vraiment très, très beau. On a commencé un petit peu cet épisode justement avec, cette épreuve de vie que tu as connue aussi et terminer là-dessus, en tout cas, c'est un magnifique message. Peut-être pour terminer cet épisode, Sarah, encore 2 choses. Hem, mmh, est-ce que tu as, c'est vrai que c'est quelque chose que je pose en tout cas en fin d'épisode pour des mamans, qui viennent un peu d'ailleurs, la métropole, qui est très intéressante pour nous, qui vient nous nourrir en tout cas. Ça, j'ai vraiment à cœur de pouvoir le proposer. Est-ce que tu as toi des petites astuces ou des soins ou des recettes en tout cas, typiques de la Réunion, que ça soit destiné aux mamans ou aux bébés d'ailleurs? alors comme je te disais en fait au début, nous à La Réunion c'est une petite île, on appelle ça le petit pays, hem et on a les herbages pays. Les herbages pays, c'est les plantes, tu vois, tu vas à ton marché, le dimanche matin et puis tu vas voir le tisanier et par exemple, moi, pour mes grossesses difficiles, je suis allée voir le tisanier, donc il m'avait préparé des petites tisanes à base d'ayapana qui est très bon pour tout ce qui est, digestif. Le sommeil de mes enfants, pareil, des petites tisanes qu'on mettait dans l'eau du bain. Donc c'est vrai que tout ce qui est plantes, ça marche pas mal et après on a le sirop de curcuma qui fonctionne bien sur les petits désagréments bronchopulmonaires de nos enfants. Donc nous, on fabrique un peu le curcuma ici et du coup, ben, on donne ça au bébé, le sirop de curcuma. Donc on a plein de petites choses, naturelles qu'on donne à nos Super enfants. intéressant. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est cultiver aussi, le soin par les plantes, par tout ça, c'est très riche aussi. Hem, ouais. Alors peut-être pour terminer cet épisode, Sarah, je ne sais pas déjà si, tu avais dit, en tout cas au cours de cet échange, tout ce que tu souhaitais, nous dire, mais, si c'est le cas, en tout cas, quel est le message que tu souhaiterais faire passer vraiment de manière prioritaire, à toutes les mamans qui nous écoutent? À toutes les mamans qui nous écoutent, je vous dirais de vous faire confiance, de prendre soin de vous. Désormais, il existe des soins que vous pouvez faire durant votre grossesse pour soulager vos maux, tels que la réflexologie bien-être grossesse, les massages prénatals. Ça vous fera du bien pour vous reconnecter avec votre bébé
et de vous faire confiance surtout, parce que c'est primordial. Vous êtes la meilleure version qui puisse exister pour votre bébé et c'est important. Et de demander de l'aide quand vous en avez besoin, parce que de demander de l'aide n'est pas une fatalité. C'est ça. Un bébé, c'est précieux, une grossesse, c'est précieux, un accouchement, c'est précieux. Et, euh, et voilà, et puis n'hésitez pas à vous entourer de professionnels de santé bienveillants. Et si vous désirez changer de professionnel de santé, vous avez le droit. Mm. Faites-vous confiance. Merci beaucoup, Sarah, en tout cas. Et effectivement, voilà, ton témoignage respire tout ce que tu viens de dire dans ce message de fin et témoigne effectivement de cette confiance qu'on doit avoir à travers tous ces ressentis que tu as eus, notamment lors de ce deuxième accouchement, ton postpartum qui a été difficile, la mise en place de l'allaitement, tout ça, ça résonne très, très fort. Et merci infiniment pour ce magnifique échange, ton authenticité, ta douceur et tous ces accompagnements que tu proposes à tous ces bébés qui viennent découvrir notre monde et d'arriver en tout cas en douceur et en toute sérénité le plus possible, en tout cas libéré d'un maximum d'émotions. Et ça, vraiment un immense merci à toi, Sarah, vraiment. Et à bientôt, je l'espère. J'espère un jour pouvoir visiter mon amie à La Réunion. Et ça serait vraiment un honneur pour moi aussi de pouvoir te voir à ce moment-là. Eh ben, avec plaisir. Merci en tout cas pour ta confiance, ta bienveillance, ton travail. Tu sais Merci, très Sarah. bien que j'écoute tous tes podcasts Je sais. Vraiment. avant Vraiment, même, merci. avant même qu'on puisse échanger parce que Mm. la parole de la femme est importante. Oui. Libération de tout ça est important. Mm. Et merci à toi. Merci, Sarah, vraiment, infiniment. Et à bientôt. À bientôt à l'île de la Réunion. Ouais, oui, je prends au mot. À bientôt, Sarah. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.